Je lève le nez. Je viens de tout là-haut, là où la tour est d'ivoire et les cages sont dorées. Je caresse les murs, paume tiède sur la pierre froide et dure. Mes doigts détaillent les immenses fissures. J'entends gémir les fondations, écartelées sous la pression. Va-t-il donc s'effondrer, ce monde qui m'a élevé? Il s'effondre déjà, autant pour moi. Je m'effondre avec lui, millions de deuils sous la pluie. Dans nos décombres, le chemin pour un autre monde. Quelle action, moi, en tant que citoyenne, eh bien, je peux entreprendre au quotidien pour impacter positivement la planète? C'est regarder les étiquettes, c'est s'informer. Il existe beaucoup d'outils maintenant sur Internet qui peuvent vous permettre de mesurer votre empreinte forêt, ce qu'on appelle l'empreinte forêt. L'impact que vous avez à travers votre consommation au quotidien sur les forêts. Vous pouvez, le cuir de vos chaussures, vous pouvez découvrir que, par exemple, oui, très probablement, ça vient de bétail d'Amazonie. Donc ce bétail, il est arrivé comment? Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de zones de forêts primaires qui ont été déforestées? Donc il y a un lien. Le pneu de vos voitures, souvent, il vient aussi de d'EVA où il a fallu déforester. Et même la viande européenne, certifiée européenne avec un beau label 100% français, est-ce que vous avez une garantie que ce bétail-là n'a pas été nourri avec des tourteaux de soja d'Amazonie, comme c'est le cas pour la plupart des exploitations agricoles? Donc vous voyez, toute cette prise de conscience engendre après des changements aussi d'attitude. Je ne dis pas que c'est simple, mais au moins on a peut-être aussi le pouvoir de pouvoir écrire à ces chaînes-là en disant « je veux une transparence ». C'est une question simple, hein, et la réponse est simple. Hein. C'est comme j'étais jeune, où ma mère m'apprenait à ne pas jeter les choses par terre. Juste aujourd'hui, en allant courir, j'ai vu un monsieur qui attendait le bus, qui fumait, c'est son endroit. Mais avant que le bus arrive, il jette le mégot par terre. J'avais envie de hurler. Je dis, même en 2022, même à notre jour, les gens sont toujours inconscients à jeter les choses par terre parce que c'est juste une éducation. C'est pas quelqu'un de mauvais. Dans les choses quotidiennes, déjà, s'il n'y a pas de poubelle, on met ça dans la poche parce que ma mère m'a pris jusqu'on trouve une poubelle. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tu vois un peu Maslow, les besoins fondamentaux, la fameuse pyramide. Alors j'aime bien l'utiliser celle-ci parce que c'est une forme très succincte, enfin très synthétisée, très occidentalement parlant, compréhensible des chakras. Au final, tu remarques que c'est plus ou moins la même structure. On part du plus physiologique, du racine, sacré, ainsi de suite, on remonte. Et en fait, quand tu transposes ça chez Maslow, physiologie, sécurité, appartenance, estime, accomplissement, on monte en fait du plus matériel, du plus physique, du plus naturel au plus aérien, au plus intellectuel et ainsi de suite. Une petite gymnastique du quotidien qui me semble très très efficace en fait, c'est systématiquement être en connexion avec nos besoins à un niveau très fondamental. Déjà physiologiquement, écouter avec fréquence toutes les douleurs. Une douleur physique, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Et que nous avons tendance à oublier justement parce qu'on a des choses à faire, parce qu'il y a la tête à faire. Mais déjà, écouter nos besoins physiologiques, hein, dormir quand on a besoin, manger quand on en a besoin, se reposer, respirer quand on en a besoin, faire des pauses quand on en a besoin, au-delà du contrat de 9h à 17h qui a été posé et de la pause obligatoire qui aura été fournie. Déjà, sécurité, j'ai besoin en permanence de me sentir en sécurité là où je suis, c'est-à-dire que si je suis dans un espace où justement j'ai du mal à lire les intentions de mes interlocuteurs, ainsi de suite, où il y a je ressens comme des menaces, il faut que je le clarifie, il faut que je le pose, il faut que je le recadre. Appartenance, j'ai besoin de créer un lien de qualité avec les personnes qui m'entourent et ça demande du temps et de l'énergie que de créer un nous de qualité avec les gens qui nous entourent. Estime, si je suis en mesure de définir avec facilité quelles sont mes principales tares ou défauts pour équilibrer le système, dans la même mesure, je dois être en capacité d'identifier, de valoriser ma singularité, mes valeurs, ce que j'aime, ce que je vaux. Et accomplissement,
Je dois toujours un petit peu être dans une logique, en tout cas, moi, c'est ce qui m'accompagne. Rester connecté au quotidien, avec ces 5 niveaux-là. Parce qu'en fait, quand on le fait, moi, ça fait 5-6 ans que c'est un peu une philosophie de vie, les choses sont d'une simplicité enfantine. Les décisions sont d'une simplicité enfantine, les gens que je rencontre, la distance que l'on pose entre nous se fait très très spontanément, très naturellement, les projets viennent très spontanément, très naturellement. Plus on est centré là-dessus et plus le chemin est simple. All I can do is tell you, you have to let go of fear. Every child that's born at a certain age, their mother, father, whoever, or if they go to school or something, they're always telling them something that puts fear into them. You know, the mother or father might say, well, I want you to go move this thing around, you know, as a child. If you don't do that, you don't get the ice cream or whatever, you know. So the little kid goes, oh, wow, I've got to do this because if I don't, I'm going to get, that's fear. Yeah. Right there, you're starting that fear. And then you see little kids. Here, I see them. Used to see them all over, like 4 or 5 years old. Little black kids, little white kids, little native kids, little Mexican kids, they're all playing together, getting along great. About 4 or 5 years later, they're separated. You know, the blacks are over here, the whites over here, the Mexicans over, the natives over here, because somebody's teaching them to fear each other for the color of their skin. And you know, this is one of the things that really is the downfall of the human race. And all this comes from one thing, one emotion in every one of us, that's fear. If you fear somebody because of their skin color, or if you fear somebody because of who they are, you have fear already in you. I don't have that fear. I never had that. I never looked at people's skin color. I always looked at them as people, human beings. I looked at the soul. Avant de passer par des actions, pour moi, ça passe par avoir une vision transversale du problème, avoir une vision systémique du problème et comprendre, et ça les jeunes l'ont compris, tu vois, de dire que on peut pas se satisfaire d'actions de communication, on peut pas se satisfaire de planter des arbres pour venir compenser des émissions de carbone. On peut pas se satisfaire de encourager les employés des entreprises à venir à vélo et à côté de ça envoyer 200 personnes en séminaire à Barcelone en avion. Enfin, tu vois, il y a une certaine incohérence parfois de certaines entreprises. Et en fait, c'est avoir cette vision systémique qui est essentielle pour moi pour garder la radicalité dont je parlais tout à l'heure, mais la radicalité qui est saine, quoi. Tu vois, c'est aller à la racine du problème, comprendre le problème, les tenants et aboutissants. Et aujourd'hui, tu vois, quand on demande aux jeunes, pour vous, c'est quoi les actions que les entreprises doivent mener pour prouver la sincérité dans leurs engagements, à 37%, ils te répondent bien choisir ses fournisseurs. Et seulement moins de 10% te disent bien communiquer dans les médias sur ce qu'ils font. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on cherche à avoir des entreprises qui soient capables d'avoir cette vision un peu à 360 sur l'impact de leur activité, ce qu'ils font, avec qui ils travaillent, comment ils traitent leurs employés. Et c'est vraiment cette vision à 360 qu'on va essayer de cerner. Déjà, faire le constat qu'il y a un besoin de changement. Et ensuite, c'est toujours... J'aimerais bien mettre l'accent sur le fait de changer ce que soi on peut changer, en fait. On n'est pas tous égaux. Pour moi, c'était simple d'arrêter de manger de la viande. Il y a des gens pour qui c'est compliqué. Mais voilà, il y a toute une liste de petites actions qui vont être individuelles comme ça sur le rapport au monde. Et après, il y a de l'implication plus politique. Donc ça peut être faire changer les choses sur son lieu de travail, ouvrir des discussions, ouvrir des groupes de travail. Il y a des gens qui s'impliquent dans le militantisme, qui font de la désobéissance civile, qui font des actions de blocage, d'autres qui passent par l'art. Le panorama est très vaste et du coup, c'est vraiment une invitation à trouver qu'est-ce qui convient aux gens, qu'est-ce qui est aligné avec eux. Pour moi, c'est pas aligné d'aller bloquer une rue. Je pense que c'est utile et que c'est bien, mais c'est pas moi. Par contre, écrire des poèmes, essayer de participer à faire en sorte que notre culture change, parce qu'il y a un changement culturel majeur à opérer dans notre rapport au monde qui nous entoure, ça me correspond plus. Et c'est contribuer à cet ensemble de représentations collectives et d'émotions qu'on appelle la culture. Ça, pour moi, c'est l'acte citoyen que j'essaie de faire. Même si, pour l'instant, c'est à très petite échelle. Je crois que mon
mon message, c'est de ne pas essayer de copier sur les autres, de faire des choses parce que c'est bien, parce que c'est en vogue, même si c'est, enfin voilà, il y a des tas de trucs qui sont proposés en ce moment, même par rapport à la protection de l'environnement. Ok, si on les ressent, on les fait, si on les ressent pas, c'est pas la peine, quoi. Et qu'à partir du moment où on agit à partir de qui on est, de son âme, de son, on peut dire quelque chose aussi, de son choix d'incarnation, ça sera juste parce que peut-être qu'on a une voix qui est différente du voisin, qu'on a quelque chose et qu'on a peut-être plus intérêt à agir de façon très locale autour de soi, plutôt que de chercher à vouloir sauver le monde, quoi. Ouais. Il y a un enjeu sur le fait de voyager différemment, prendre moins l'avion, déjà premièrement faire un bilan carbone. Ouais. Sur l'ADEME, on peut le faire? Sur l'ADEME, on peut le faire, ouais. Ouais. Voilà, juste ça, savoir se questionner, dire ah d'accord, bah moi, personnellement, Hélène Cloître, combien est-ce que j'émets de CO2 par an? Et je vais regarder, et une fois que j'aurai fait ce petit bilan-là, je verrai, ah là là, dis donc, au niveau de la mobilité, ça va pas du tout, ça me prend la moitié de mes émissions. Si je réduis déjà la mobilité, bah peut-être que derrière, j'aurai un plus gros impact sur moi, mon bilan carbone général. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je me concentre. Okay. Donc il y a la partie mobilité, manger moins de viande, bien évidemment, parce que la viande, surtout la viande de bœuf, c'est ce qui émet énormément à l'échelle individuelle. L'isolation des bâtiments. Oui. Si on est propriétaire, c'est extrêmement important de faire attention à ça. Mais moi, ce que je dirais avant tout, c'est de bien choisir son travail. Parce qu'on peut agir à l'échelle individuelle, mais ça représente que... si on a une consommation parfaite, si on ne prend pas l'avion, si on ne mange pas de viande, et que vraiment on est irréprochable sur le point de vue consommation individuelle, on ne réduit que de 25% son bilan carbone total, y compris avec son travail. Donc c'est vraiment pour moi le travail sur lequel il faut vraiment essayer d'avoir un impact. Se poser la question sur, dans mon travail, à quoi je contribue. Parce que si je ne prends pas l'avion, je ne mange pas de viande et je fais une rénovation thermique de mon logement, mais à côté de ça, je travaille à extraire des ressources fossiles dans le sol, est-ce que mon impact il est positif ou pas? Je ne suis pas sûre. Donc je pense que c'est un peu refaire le lien entre ce à quoi je contribue et mon travail. Alors maintenant, je ne vois plus la nature comme si elle était là pour nous servir. Parce que nous sommes aussi là pour servir la nature. La terre, l'herbe, les plantes. Je me souviens quand ma mère était jeune, enfin jeune, comme elle était mère aussi, mais je veux dire, elle arrose les plantes, elle a touché, elle a parlé. Et j'ai rigolé quand j'étais petite, je disais, maman, pourquoi tu parles aux plantes? C'est des plantes. Elle disait, elles ont une vie, elles ont une âme. Et maintenant, j'ai compris, en effet, Sonia, tout ce qui est là sur la terre, toute cette énergie vibratoire, elle a même. Si c'est en forme chair, être humain, ou si c'est en forme plante, c'est la même. C'est une vibration, c'est de l'énergie. Il n'y a pas une qui est plus supérieure que l'autre. On voit quelque chose, on écrase. Ou maintenant, quand je vois des footings et je vois les écureuils, je le regarde et je leur parle comme si elle m'écoutait et m'entendait. Je leur parle parce qu'ils ont un langage à eux. Peut-être qu'ils ne comprennent pas dans notre langage et vice-versa, mais ils ont autant de valeurs sur cette terre que nous. Donc, j'espère que d'autres personnes vont se réveiller à cette connexion que nous avons à la terre. La nature nous renvoie à nous-mêmes, surtout la nature, on va dire, la plus éloignée possible de la pollution et des influences humaines. Donc, effectivement, le désert, j'adore le désert, c'est un espace d'immensité, avec cet univers qui est à la fois doux et enveloppant, mais dur, hein, parce que par le sable, la silice, etc., c'est quand même, voilà. Et ça aide véritablement à se reconnecter et à se reconnecter à nous-mêmes, en fait, hein, à retrouver sa propre voix, sa propre créativité. Tu as un exemple tout à fait concret. Je pose souvent la question quand je suis en formation, quelle est l'activité et le lieu qui représente la paix pour vous? Formation management, codir, tu vois, un truc très sérieux, mais ça permet de poser un cadre qui rappelle que derrière les fonctions, on est des humains, donc c'est plutôt pas mal. Spontanément, depuis une dizaine d'années que je pose cette question, les gens, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me répondent dehors dans la forêt, ils me répondent au bord d'un lac, à côté d'un ruisseau, ainsi de suite. Ils me parlent de sport, ils me parlent de la maison, foyer, le feu, le sport, l'air, la forêt, la terre et l'eau.
rappeler en termes de perspective, par exemple, qu'un être humain, avec toute son évolution, tout son néocortex, toute sa rationalité, et ainsi de suite, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il doit faire pour être en paix, spontanément, naturellement, il va se recharger aux sources basiques qui nous constituent tous. My culture lives with the earth. The earth is how, what they're doing, I said, what you're doing as Americans, and you infect the world, is you're destroying Mother Earth. I do my ceremonies, I hear Mother Earth come in there and she cries. She's in pain. She's hurting because what we are doing to her as Americans, or as humans around this earth. And 99% of what they do, these people do, is from fear. En fait, pour moi, il y a une notion de soin qui est très importante. Donc si c'est un monde qui va de mal en pis, prendre soin quand même, toujours, les uns des autres. Et c'est ça que j'essaye de porter dans cette... Là, je parle de mes émotions à moi, mais c'est une invitation à écouter les siennes, à écouter celles des autres, et à leur accorder l'importance qu'elles ont dans notre vivre ensemble, en fait. Ouais. Donc, dans la vision que je porte, en tout cas, c'est peut-être un monde qui va moins bien, mais un monde où on prend soin. L'éco-anxiété, si on définit ça hyper simplement, c'est l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude au regard de l'avenir climatique. Donc c'est de se dire qu'au moment où on prend conscience de ce qui risque de nous arriver, et de ce qui va nous arriver, et de ce qui nous arrive aussi déjà, en lien avec le dérèglement climatique, donc tous les effondrements à venir, les migrations climatiques, les zones invivables sur Terre, certains endroits où l'air sera irrespirable, la crise de la biodiversité avec plus de la moitié des vertébrés qui se sont éteints dans les dernières dizaines d'années, l'épuisement des ressources et la remise en question de la survie même de l'homme. Quand on prend conscience de tout ça, y a une phase un peu d'inquiétude extrêmement puissante. Et en fait, il y a une phase de deuil un peu à faire, de se dire, on vit dans un monde qui n'est pas soutenable. On a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Le monde est régi par une économie qui est dévastatrice. Et il faut faire un peu le deuil de ce monde un peu d'avant et de se dire, ok, maintenant qu'on a pris conscience, ne pas rester dans l'immobilisme en se disant « Oh là là, mais c'est horrible, on va jamais s'en sortir, l'homme va mourir et on va se retrouver dans des décors post-apocalyptiques dans 10 ans. » Non, pour moi, il y a un vrai enjeu sur le fait de se remotiver, de se dire « Ok, là on sait que ça ne va plus, on a essayé un modèle de société qui n'est pas viable, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour changer ce modèle-là, le rendre plus viable et aussi plus heureux, plus épanoui, essayer de se reconnecter avec certaines choses dont on s'est déconnecté ces dernières dizaines d'années, notamment la nature, le vivant, les autres, soi-même. C'est pas mal déjà de couper, tant que possible, cette espèce de lien que nous avons tous avec notre propre destruction. Vous avez vu, la perversité de notre modèle de développement, c'est d'arriver à nous faire croire que nous sommes nous-mêmes responsables de la situation, parce que tout a été fait pour nous lier intrinsèquement à cette destruction et à la propre fin de l'humanité. Alors qu'on n'a pas envie. On aime nos enfants, on aime nos amis, on n'a pas envie que tout ça disparaisse à jamais, quoi.